Bonjour à tous. Alors, un petit contrôle, je ne sais pas si je suis visible. Je ne sais pas comment on fait pour savoir si je parle pas dans le vide. Ah, bon, merci Thomas. J'ai un petit message qui me dit qu'on me voit. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend, parfait. Est-ce qu'on sait combien on est? Levez les bras, je vais compter. Bon, je vois personne, je vois que moi sur l'écran. Bonjour. Je me présente, je suis Laurent Hayet, nouvellement réélu au CA. J'étais membre fondateur d'Adrastia et le CA, dans sa première réunion, m'a élu président de l'association. Donc je suis donc le nouveau président de l'association. J'ai tenu à m'adresser à vous, j'ai au moins Thomas, ça va me faire, pour vous expliquer comment on voyait euh, l'association dans le cadre de l'épidémie de coronavirus. Donc nous allons balayer quelques points et s'il y a des questions, je vous invite à les poser. Je ne sais pas trop, j'espère que vous savez. Alors, on va déjà parler de l'épidémie. Il faut comprendre que ce virus n'est pas une petite grippette, comme on aurait eu tendance à le penser au tout début de l'affaire. C'est un virus qui est beaucoup plus dangereux qu'une grippe et qui présente des particularités inquiétantes. Et maintenant, les autorités ont vraiment raison de demander du confinement. Je pense qu'il suffit de lire la presse pour être au courant. Ce qui est ce qui est à prendre en considération, c'est qu'il frappe une société qui est fragile. Et ça, c'est le constat de l'association, c'est le constat du mouvement de la collapsologie, c'est le constat de tous ceux qui pensent à l'effondrement comme une hypothèse forte ou qui pensent comme nous dans l'association que c'est inéluctable et compte tenu de notre structure actuelle et de l'incapacité que a cette structure à se réformer. Donc une société qui est construite pour un seul objectif qui est l'optimisation des profits dont bénéficie plutôt le sommet d'une pyramide sociale, mais quand même qui sont un petit peu redistribués si on compare la situation des gens dans le monde, dans la société occidentale par rapport à d'autres régions du monde. Je pense à l'Amérique du Sud, je pense évidemment à l'Afrique. Donc on voit que dans ce contexte d'inégalité, dans ce contexte d'optimisation des profits, eh bien, on a tendance à oublier certaines choses qui sont éventuellement la protection sanitaire des gens, puisque en France, on a optimisé la mission de protection de la santé en la regardant sous l'angle unique des coûts. Donc on a une crise. Quand on voit la réaction de certains pays comme la Corée du Sud, qui avait pris cette question de sérieux, qui était prête, qui était organisée, on voit qu'on n'a pas du tout le même développement de l'épidémie qu'en France. Alors c'est pas l'heure de blâmer qui que ce soit, on fera ça après calmement pour tirer des leçons, mais on est dans cette période de crise. De là, on peut faire des scénarios. Vous savez que notre propos est de réfléchir aux possibilités d'effondrement, donc je vois moi, de tous les renseignements que je prends à droite et à gauche et des différents cercles que je côtoie via téléconférence, trois possibilités. On a une récupération après cette crise et on revient à une pseudo-normalité. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y aura eu des victimes. Alors, je ne parle pas des gens qui auront eu soit des décès dans leur famille, soit qui auront des séquelles, parce que ce virus peut laisser des séquelles aux gens. Je ne parle pas au fait qu'on devra vivre avec une nouvelle maladie dans la panoplie des maladies auxquelles notre société doit s'effondrer. Donc c'est une épreuve de plus constant, puisque c'est un virus qui ne disparaîtra pas. C'est un virus qui est à ARN, c'est-à-dire qu'il mute facilement. Et donc voilà, c'est un nouveau fléau que l'humanité doit gérer et une nouvelle dépense,
je dirais, d'énergie, pas simplement d'énergie comme du pétrole, mais d'énergie, de gens qui pensent, de complexité à créer pour lutter contre ça. Donc on sait par des auteurs comme Joseph Tenter, qui a écrit L'effondrement des sociétés complexes, qu'à un moment il y a un effet de ciseau entre de plus en plus de complexité à gérer et de moins en moins de ressources pour s'en occuper. Et qu'à un moment, eh bien, on n'y arrive plus, et là, patatras, les choses tombent. Donc, je dirais, si on a cette sorte de récupération, avec le risque que cette récupération ne soit que pour certains, puisqu'on a vu que déjà la crise de 2008 avait entraîné les printemps arabes, avait entraîné par exemple en Syrie une crise politique, parce qu'il y avait des circonstances tout à fait locales et spécifiques, mais pour un Syrien, je pense que la vie, pour certains Syriens en tout cas, la vie ressemble bien à un effondrement. Donc, premier scénario, récupération des victimes immédiatement et a posteriori derrière, jusqu'à ce que une nouvelle crise vienne challenger cette structure qui, encore une fois, est mondialement construite sur un seul modèle, qui est l'optimisation des profits en Chine pour la perpétuation du pouvoir politique. C'est un autre objectif. Et l'économie qui est plus un moyen politique. Mais ça introduit des problèmes similaires. Deuxième possibilité de scénario, on descend une marche. Derrière, on nous annonce une crise économique, une récession, certains une dépression économique. Il faut comprendre ce que c'est une dépression. 1929, tout le monde a la chronologie en tête. Ça a eu des conséquences qu'on a pu remonter, surpasser que par une grande débauche de consommation d'énergie et après la guerre, de reconstruction, etc., qui ont donné les 30 glorieuses. Nous n'avons plus, d'après toutes nos analyses, et là il y a une littérature nombreuse et vraiment abondante, nous n'avons plus le même potentiel pour refaire ce genre de remontée. Donc on peut se dire que si on était dans le scénario d'une marche, une crise sanitaire qui se double d'une crise économique et qui va plus loin, ce qui est pour moi le scénario le plus probable, on risque de ne pas avoir de retour à la normale. C'est vraiment moi mon hypothèse personnelle. Je ne suis pas le seul à avoir cette position. Dominique Bourg a écrit dans la presse que c'était sa position, mais on voit de nombreux penseurs et même économistes qui sont sur ce domaine-là. Ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à un changement léger ou lourd de train de vie, de mode de vie, pour tout le monde, bien sûr, réparti de façon non équitable, puisque nous sommes dans une société non équitable. C'est pas de faire de la politique que de faire ce constat, c'est simplement ouvrir les yeux. Donc, eh bien, que vous soyez petit ou grand, la justice et la réalité ne vous traitera pas de la même façon. On descend d'une marche, et il y aura encore une nouvelle crise. Quand, je n'en sais rien, je ne suis pas Madame Irma, mais on aura encore d'autres marches à descendre. Troisième hypothèse, encore plus inquiétante, c'est le début de la grande glissade. On a une crise sanitaire qui entraîne avec des fronts, il y a des fronts, on a le front sanitaire, les hôpitaux. On redoute dans les jours qui viennent en France ce pic qui va déborder les capacités hospitalières, qui pourrait atteindre, déborder, ne pas être contenu. Alors, c'est un scénario, il ne faut pas s'affoler. La panique est la dernière chose dont on a besoin. Et derrière, on pourrait avoir en cascade un problème d'approvisionnement, de logistique, les forces de l'ordre qui elles-mêmes sont plus ou moins impliquées, le confinement qui est arrêté parce que les gens commencent à sortir pour protester, etc. Et puis là, on peut partir. On n'a même pas besoin que ça se passe en France, on peut très bien gérer en France. Les États-Unis ont pris des options différentes, ont un système de santé encore différent. Les États-Unis sont au cœur, sont un nœud du système mondial, ne serait-ce que par exemple pour l'Internet, la gestion de l'Internet. Donc il y a en ce moment des questions sur qu'est-ce qui se passe si la crise est très grave aux États-Unis et que les grands réseaux, les grands GAFA se retrouvent en difficulté. On risque d'avoir des effets dominos là immédiatement. C'est plus une marche avec un palier, c'est une succession de marches, et là on dégringole l'escalier jusqu'où je suis bien incapable de vous dire jusqu'où. Bon, tout ça à l'heure d'aujourd'hui, je vous parle, on est le 27 mars. Pour vous dire que en tant qu'individu, on a un problème qui nous dépasse.
En tant qu'association, on a un problème qui nous dépasse et j'espère qu'au niveau d'un État, on n'est pas dépassé, mais en tout cas, je peux vous garantir qu'on est en train de ramer. Patrick Lagadec, qui est un penseur de la crise, alors essentiellement pour les entreprises, mais ça s'applique partout, disait déjà il y a longtemps, hein, je parle des années 90, avait défini la crise comme le moment où les procédures, même exceptionnelles et d'urgence, ne sont plus applicables parce que la situation impose d'improviser. Donc on a l'impression qu'on est dans l'improvisation, puisque le gouvernement a par exemple promis des masques, de donner des masques à tout le monde, et que ces masques ne sont pas arrivés, et puis après est revenu un peu penaud en disant « Ah bah tiens, les stocks de masques, on n'en a plus, ça a coûté de l'argent, et on les a diminués. » Donc maintenant, on rame pour trouver des masques, des respirateurs, et essayer de reconstituer la ligne de front. Encore une fois, c'est quelque chose qui vient de loin, hein, tout ce phénomène. Donc on est tous dans une improvisation. Que peut faire Adrastia dans ce contexte? On n'est pas médecin, on n'est que des êtres humains, on est des bénévoles et on est une somme de volonté. Ça va être compliqué d'avoir un rôle utile. Notre rôle, à mon avis, et c'est ça dont je voudrais vous parler ce soir, c'est qu'on est une association, on est un groupe. Alors il y a des gens qui sont peut-être très bien dans leur confinement, tout seuls, ou qui ont leur réseau, leur famille, et ces gens-là sont aussi bien qu'ils peuvent être. Et ben, je dirais tant mieux pour vous et je suis content pour vous. Mais on a peut-être des gens qui sont seuls, isolés, ou dans un réseau dans lequel ils ne peuvent pas parler, par exemple, de leur appréhension, comme je viens de le faire, d'une façon la plus rationnelle possible. Et l'angoisse, quand on la porte en soi tout seul, eh bien, elle devient un poids, un fardeau qui peut être très corrosif et faire du mal. Et la dernière chose qu'on a besoin, c'est d'être mal par rapport à ses idées, c'est d'être mal par rapport à la situation. Donc ce que j'inviterais tout le monde, c'est de se rapprocher de gens à qui il peut parler. Et Adrastia est un endroit, une communauté où on peut parler de ces choses-là sans avoir peur de perdre son masque social, parce que on en est tous à faire des hypothèses et sur des bases qui sont celles que je viens d'énoncer. Donc, ne pas rester seul, et donc communiquer, confronter ses hypothèses, parler de ses peurs, voir qui en a d'autres, qui peut éventuellement dire attention, peut-être tu vas un peu loin, et essayer de transformer cette peur, cette angoisse qui est un poids, qui est une paralysie, qui est même un poison, en réflexion sur que faire de tout ça. Alors bien sûr on est limité, bien sûr on est confiné, bien sûr il y a des difficultés, mais on n'est pas encore complètement démuni de système, la preuve, je peux vous parler aujourd'hui, et on peut encore éventuellement organiser des choses. En tout cas on peut essayer d'y réfléchir, et rien que de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire d'une situation difficile, c'est déjà beaucoup mieux que juste être à en souffrir. Donc je vous invite à vous rapprocher des groupes locaux, ça c'est mon message principal. Nous avons, au fil du temps, organisé des groupes locaux. En fait, non, pour être plus juste, ce sont les groupes locaux qui se sont organisés, et on trouve ça extrêmement bien. Au début de l'association, nous étions, en 2004, à toute fondation, on a commencé, on était 3, 4, 5, une petite dizaine, et notre travail, c'était de mettre en ligne des informations pour lutter contre le déni généralisé. Être une sorte de phare dans la nuit, en disant « Vous n'êtes pas fou de penser que les choses peuvent s'effondrer, factuellement, il y a des raisons de penser ça. On se trompe peut-être en le pensant, mais ce n'est pas une folie. » Dans les années 70, c'était un sujet politique, c'était admis, le rapport du Club de Rome a fait des millions d'exemplaires, et on pouvait en parler. Jusqu'en 2017, je dirais, même début 2018, c'était devenu quasiment de la psychiatrie. Depuis, la collapsologie, grâce à l'ouvrage de Pablo Servigne et à tout ce que ce terreau d'idées a promu, a fait que le sujet est redevenu lisible. On peut en parler. Alors on est vu comme des gens bizarres. Moi je ne suis pas spécialement collapsologue, bien qu'on pourrait me coller l'étiquette. Je pense à l'hypothèse de l'effondrement en ayant ces deux bémols, de quoi je parle en tant que résultat et de quoi je parle en tant que processus. Donc si on dit, je crois qu'à terme, tant qu'on est sur un mode non équitable au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'on prélève et qu'on ne restitue rien au système, je pense que nous allons vers un effondrement. C'est en ça que je pense que l'effondrement est inéluctable. Combien de temps ça va prendre? Sous quelle forme? Là, j'ai des
des croyances, mais je n'ai pas de démonstration. Donc je garde mes croyances pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de partir des faits et de regarder où on va. Donc ces groupes locaux se sont organisés au fur et à mesure que l'association grandissait. Au fur et à mesure que l'association grandissait, bien sûr, il a fallu changer de structure, revoir une gouvernance, et nous sommes en train, avec le nouveau CA, d'essayer d'organiser ce nouveau CA pour qu'on puisse répondre à cette nouvelle organisation. Et je crains, je dis vraiment je crains, que nous ayons beaucoup de succès et que dans les mois à venir, nous allons dépasser allègrement le nombre dépasser les 700 membres et pour aller vers des chiffres que je ne sais pas évaluer. Parce que notre message va être de plus en plus crédible, la réalité en faisant la démonstration que nos hypothèses ont une certaine valeur, et que les gens, entendant parler de nous, vont venir nous rejoindre en disant « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Donc il est urgent d'expliquer et de réfléchir à ce que nous allons faire. Avec le CA, on a réfléchi à ce que nous pouvions faire, et les missions qui avaient été définies dès le départ, on avait admis que de nouveaux membres pouvaient adhérer, donc on a admis qu'on pouvait croître, que les gens allaient amener quelque chose à l'association, sinon on aurait fermé l'association, on aurait fait une association à 10 et on se serait contenté d'envoyer de l'information sur Internet. Mais l'association est ouverte, donc on admet que des gens peuvent nous rejoindre, on admet que l'association peut évoluer, et on admet qu'on a toujours 3 objectifs. 1, alerter ceux qui sont aptes à recevoir ce message. Encore une fois, je ne crois pas qu'on a à combattre des gens qui vivent dans un autre paradigme de pensée, une autre façon de voir les choses. À la limite, presque, je les envie quelque part de leur ignorance, parce qu'ils ne vivent pas avec cette question qui est lourde. Mais on doit alerter ce qui peut être fait. On doit accompagner les gens qui sont là avec cette question. Certaines personnes sont stupéfaites. Il faut les aider à dépasser ce stade, parce que c'est un stade extrêmement pénible. Certaines personnes sont paniquées, certaines personnes sont angoissées. C'est pas le bon état pour avancer dans la vie, quelles que soient les conditions de cette vie. Donc il faut réussir à dépasser ça, et on peut aider. Les gens qui ont progressé sur ce chemin peuvent aider ceux qui sont encore là, parce que quand on est passé par là, on peut aider les autres. La première fois que j'ai parlé d'Adrastia à Yves Cochet, il nous a dit « Ah, vous êtes les effondrés anonymes », en référence aux alcooliques anonymes. Et ben ouais, j'assume cette image. Je suis un ancien effondré, et je peux aider des gens à passer par cette phase d'effondrement personnel face à cette notion. Et nous devons promouvoir, pas promouvoir, alors, on nous dit, vous passez dans le militantisme, vous êtes dans le solutionnisme, vous êtes dans l'actionnisme. Je ne crois pas, je pense que nous devons faire tout ce que nous pouvons, c'est notre devoir d'être humain, c'est notre devoir d'adulte, c'est notre devoir peut-être de parent, c'est notre devoir, oui, vraiment d'être humain, d'aider à choisir les chemins de plus grande dignité et de moindre souffrance. Alors, en avançant prudemment, c'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps pour faire cette vidéo, parce que au tout début, c'est facile de dire des choses, mais je voulais essayer de m'appuyer sur des constats factuels. Il est important de promouvoir ces actions et d'en faire le choix. En étant prudent, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et ce qui semble une bonne idée peut se retourner contre nous. Je ne dirai jamais à quelqu'un « vends ce que tu as et va prendre cette solution avec tes économies, avec ce que tu as vendu, vends tout et va t'installer dans telle et telle situation ». Parce que si ce n'est pas la bonne solution, qui suis-je pour avoir dit à cette personne d'avoir gâché ses chances ? Ces décisions-là sont des décisions qui sont hautement personnelles, hautement responsabilisantes. Je peux donner des éléments, on peut me demander des éléments, je peux fournir des éléments, mais avec toutes les limites et toutes les bémols que je peux donner autour de cette info, en disant voilà ce que je sais, moi, avec toutes mes lacunes, et l'association, voilà ce qu'elle sait, avec toutes ses lacunes, et maintenant, avec ça, vous en faites ce que vous pouvez. Donc de là à dire qu'on fait du militantisme, c'est à mon avis pas le bon mot. Donc, si on reprend ces 3 éléments, je me suis fait un petit tableau, on a aujourd'hui et on a demain. Aujourd'hui, là, maintenant, dans la crise. Donc aujourd'hui, alerter, c'est le virus est sérieux, c'est un vrai problème,
ne pas respecter les règles de confinement, ne pas respecter les règles sanitaires, ne pas faire attention. Par exemple, on est jeune et on se dit, bah, a priori, statistiquement, je ne mérite pas grand-chose, je ne risque pas grand-chose, donc bon, je peux faire de la prise de risque. Oui, c'est devenir un porteur sain qui va disséminer le virus. En ce moment, nous attaquons le pic de contamination, nous attaquons le moment où les hôpitaux vont peut-être être débordés, nous attaquons le moment où des gens, essentiellement des personnes âgées, risquent leur vie. Vous regarderez la situation dans les EHPAD qui risque d'être dramatique. Donc notre devoir, c'est de jouer les règles du jeu pour essayer de limiter et d'avoir notre devoir citoyen sur ces questions-là. Il est hors de question de faire quoi que ce soit d'autre. Accompagner, eh bien, c'est ma proposition, renforçons les groupes locaux. Vous avez un groupe local, il est peut-être loin. Je sais que si vous êtes à Brest, votre groupe local constitué aujourd'hui, c'est Nantes. Alors en visioconférence, c'est pas forcément très gênant. Mais si on veut préparer le futur, il est peut-être temps que mes amis brestois regardent si peut-être à Lorient, avec quelqu'un à Lorient, on ne pourrait pas faire un groupe Finistère ou Extrême-Ouest et faire autre chose que se relier à Nantes. On est 700, on est plus de 780 en région parisienne. La région parisienne, c'est un petit point, mais compte tenu des distances, compte tenu des transports et de la densité, géographiquement c'est un petit point, mais on peut faire plusieurs groupes locaux. Donc deux solutions, vous pouvez, si vous le souhaitez, encore une fois, si vous êtes très bien tout seul ou dans votre propre organisation, ne changez rien. Mais si vous sentez le besoin, rejoignez le groupe local, rapprochez-vous du groupe local et voyez ce qui peut être fait. Je vous invite à réfléchir, à vous prendre en main et à construire ce groupe local. Et là, on peut avoir une approche fractale. Que peut-on faire dans les groupes locaux? On peut discuter des problématiques locales. Déjà, un réseau d'entraide entre soi, et puis voir ce qu'ont fait certains. Moi, je vais vous dire, j'ai fait une chose que j'aurais jamais imaginé faire il y a, je sais pas, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est faire connaissance vraiment de mes voisins. Ça fait un moment que j'essaye de faire connaissance de mes voisins, avec mes voisins, mais là, j'en ai parlé très franchement avec un de mes voisins en particulier, qui m'a dit, faisons un groupe WhatsApp. Et on a fait un groupe WhatsApp de la petite ruelle où on est. Donc ces gens-là ne sont pas des adrastiens, ils ne sont pas spécialement convaincus de l'effondrement, on n'en a jamais vraiment parlé, ils connaissent mes positions parce qu'à l'époque je leur avais dit un peu mes activités, j'essaye de ne pas être le gars bizarre du quartier, mais bon. Mais en tout cas ce réseau, tous les jours sur ce groupe WhatsApp, il y a je vais chercher du pain, je passe à la pharmacie, est-ce que quelqu'un a besoin de quelque chose? Ça évite que quelqu'un sorte si c'est pas nécessaire. Donc on peut discuter dans les groupes locaux Adrastia, et voir ce qui peut être développé, choper des idées, échanger des idées, et passer dans une sorte d'amélioration de sa situation, même modeste, ça fait du bien au moral, je peux vous le garantir. Promouvoir, on n'a pas beaucoup d'outils, je vais essayer que la newsletter soit utilisée comme un outil d'information et pas juste un outil un outil d'information de la vie de l'association plus qu'un outil. Souvent on annonçait des conférences ou des choses comme ça, donc ça on continuera si autant que possible, mais aussi sur ce qui se passe, parce qu'à 700, le bouche à oreille, le fait qu'on connaisse quelqu'un qui connaisse quelqu'un n'est plus suffisant pour informer sur la vie de tous les jours dans l'association. Ok, donc l'outil qu'on a, je sais que c'est pas la panacée, je sais que ça oblige à être sur les écrans, je sais que ça oblige à encore avoir c'est le forum. Pour accéder au forum, il faut aller sur le site internet, chercher sur la partie la plus à droite, et on va essayer, moi je voudrais améliorer le site internet pour qu'on trouve le forum plus facilement, et c'est l'endroit où on peut poser des questions. Mais vous écrivez à contact Adrastia, qui est sur notre site internet, il y a un petit bouton avec un lien, vous envoyez un email, et vous êtes lu par le CA, et on essaiera de vous répondre au mieux. Je vous rappelle le CA, ce que c'est. 12 membres bénévoles à temps partiel qui ont une vie, une famille et des activités à côté d'Adrastia. Donc ça, c'est pour aujourd'hui, ce qu'on peut mettre en place pour s'aider les uns les autres. C'est peu, mais c'est le début d'un dialogue qui peut être plus. Demain, quel que soit le scénario qui va se développer, tant qu'on aura le moyen de se rencontrer, au moins virtuellement, on pourra toujours avoir ces missions de alerter, accompagner et promouvoir. Alerter, dans les groupes locaux, on pourra continuer à se parler. On cherche à développer une activité de conférencier avec une présentation, je dirais,
poinçonner Adrastia avec une charte des conférenciers qui permettront de sensibiliser éventuellement des gens qui sont intéressés et en tout cas de dire ce qu'on est sûr et ce qui est validé en termes de faits. Parce qu'après, chacun peut rajouter, et surtout si un conférencier qui est dans un groupe local veut rajouter ses propres interprétations locales, c'est pas un CA disséminé un peu partout sur toute la France qui va se permettre de dire ce qu'il faut dire à Paris ou ce qu'il faut dire au fin fond de la Creuse. Les situations sont trop différentes. Et puis les objectifs éventuellement que les groupes locaux se seront fixés, soit de faire, je sais pas moi, une interpellation politique, soit de soutenir une AMAP locale, soit c'est pas à moi de décider. C'est là où je ne veux pas apparaître comme un militant, si c'est un militant de la mise en action des gens quand ils le souhaitent. Quand ils le souhaitent, c'est ça le mot important. Donc accompagner, et la mission que j'ai clairement expliquée en me présentant en SCA, ce que je souhaite faire, c'est en anglais l'empowerment, c'est-à-dire les Québécois traduisent ça entre autres par encapacitation, c'est-à-dire décoloniser nos mentalités et nos têtes de cette attitude à laquelle on a été vraiment formaté, de je suis un client, je suis un contribuable, je suis un contribuable, je suis un citoyen, je fais un acte, et en échange, j'ai le droit de demander un service, un retour, et c'est tout. J'ai acheté, je n'aime pas ce service, je ne lui mettrai que 2 étoiles. Je vois ça des fois dans les réactions de nos membres, je trouve que c'est dommage, parce qu'une association, c'est une assemblée de volonté. Et les 20 € que nous avons payés en adhésion, en fait, c'est le droit de rentrer dans l'auberge espagnole et de cuisiner le plat qu'on a amené avec soi. Alors on peut être déçu de cette idée, mais l'association ne sera jamais capable de vous apporter des solutions. Déjà parce que le mot solution, je vous le rappelle, est banni chez nous. Mais même des propositions d'adaptation, on peut vous dessiner des grandes lignes, mais on ne sera jamais apte à vous dire dans votre cas particulier ce qu'il faut pour vous. Et ça, vous ne pourrez le trouver que par votre propre réflexion et votre détachement par rapport aux anciens paradigmes où, je dirais, nous étions biberonnés par la société comme elle était. Biberonnés parce que quand nous étions gavés, notre cerveau était débranché et le système pouvait déperdurer avec des gens qui ne réfléchissaient plus. Donc moi, ce que je me propose, c'est d'aider tout le monde à se mettre à réfléchir ensemble à ce que l'on peut faire. Donc ça, c'est une position militante, mais elle ne va pas au-delà. Et comment je vois le parcours du membre type qui a réussi, parce qu'on a des gens qui partent en disant je m'en vais parce que vous êtes que des intellos qui font rien, ou bien je m'en vais parce que je ne suis plus d'accord avec cette approche qui est de passer un peu plus à l'action. Je ne retiens personne, Adrastia n'est pas une secte. Adrastia est un groupe ouvert. Adrastia est un groupe vivant, donc il peut évoluer. Et tant que les principes de base de factualité et de dignité, et maintenant j'aimerais de mise en réflexion et en décolonisation de nos esprits pour aller vers une réflexion, une autonomie de nos systèmes de pensée, eh bien, tant que ça c'est respecté, je dirais, et qu'on dit que c'est dans le cadre d'un effondrement et d'une dignité humaine, ma foi, on peut commencer à travailler ensemble. Promouvoir. Alors promouvoir quoi? Des solutions? Non. Ce serait bien prétentieux de prétendre, même si, imaginons demain nous sommes un demi-million et qu'on représente, je ne sais pas, une force politique, d'autres ont été aussi nombreux par le passé, ils n'ont pas forcément changé la dynamique historique des choses. Quoique, on peut peut-être mettre notre grain. Mais localement, choisir les chemins les moins mauvais, ou qui nous semblent à un instant les moins mauvais, être capable de s'interroger, de ne pas s'enfermer dans une position en disant on a commencé ça, donc on ira jusqu'au bout, même si ça devient une erreur flagrante. C'est justement ce qu'on reproche au système actuel global, c'est d'être dans une impasse mortelle et de ne pas capable de faire demi-tour, de refuser même de regarder s'il y a moyen de faire demi-tour. C'est ça, pour moi, le vrai problème existentiel de cette société, c'est celui-là. Donc, choisir les moins mauvais des chemins et être capable de se dire, attention, là, on est peut-être en train de faire une erreur, il est temps de redresser la barre. Ça ne peut apparaître que si on est dans le dialogue et dans l'acceptation du dialogue. Toutes les personnes qui sont fermées et qui disent, ce chemin-là n'est pas le bon, je le refuse, eh bien, pas de problème avec ça, mais on en discute, et une fois qu'un consensus est établi, on continue sur le consensus. Les assemblées générales sont le moment où on discute des consensus. Évidemment, si tous les jours, à toutes les heures, on remet le consensus en cause, on ne fera rien. Donc tous les ans, il y a une assemblée générale, on discute des orientations et on essaye d'avancer. Donc
Le CA est élu pour ces missions-là. Nous allons pendant cette année travailler dans ce sens-là, essayer d'être lisible. On présentera nos résultats au prochain AG. Et les membres qui seront présents à l'AG, si le quorum est réuni, nous dirons ok, c'était bien, ou c'était le mieux qu'on pouvait faire, ou on peut améliorer, et voilà ce qu'on propose, ou bien on n'est pas d'accord, et on rediscutera un nouveau contrat pour une nouvelle année. Voilà comment on fonctionne. Donc voilà l'association aujourd'hui où elle est et où elle pourrait être demain, compte tenu de ce qu'on va savoir du futur. On avait demandé quelques questions avant de commencer, on a reçu quelques questions, je vous lis. Donc si vous avez des questions en direct, je vois s'afficher quelques messages, donc faites-moi coucou si vous voulez, mais si vous avez une question très précise, je propose d'arrêter à... il est 36, donc d'arrêter à 21h, ce qui nous laisse 20 bonnes minutes de discussion, enfin je vais parler, mais je vais essayer de reprendre vos questions. Je vais commencer par les questions qu'on a reçues, pas toutes évidemment, mais quelques-unes un peu pointues. Je les prends dans les ordres où elles sont arrivées, donc c'est un peu décousu, vous m'excuserez. Et si vous en avez d'autres en route, eh bien essayez de nous écrire. Je lis des choses, donc j'essaierai de répondre à ça comme quelque chose d'après. Alors, une première proposition, c'est une sorte d'SOS amitié pour répondre aux citoyens. Alors, c'est une question qu'on discute depuis un moment, qui me semble une idée intéressante, et je ne la rejette pas. Pour le moment, c'est une question de moyens, de temps. Vous savez, il y a trois ressources, hein, il y a l'argent, il y a le temps, il y a le savoir-faire. Si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas le savoir-faire, eh bien vous ne pouvez pas mener à bien cette tâche. Donc aujourd'hui, on n'a pas le savoir-faire, on n'a pas de lien, par exemple avec SOS Amitié, on n'a pas de moyens, on ne sait pas répondre au téléphone, on n'a personne qui peut être 24 heures sur 24 derrière un téléphone pour répondre. Il faudrait faire des associations et on n'a pas le temps. Donc aujourd'hui, c'est une bonne idée. Mais voilà, ça reste une idée parce qu'on n'a pas les moyens. Qui sait, peut-être parmi nos 700 membres, quelqu'un a une partie de la solution. Peut-être que quelqu'un est aussi adhérent à SOS Amitié. Peut-être que quelqu'un pourrait nous aider à prendre contact avec une autre association qui sait faire des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a besoin de discuter ensemble. On a besoin que les gens qui ont des compétences, qui ont des idées, des ressources, puissent s'exprimer sur le groupe local. Et ça nous remontera via les référents des groupes locaux, ou bien via le forum, et on verra ce qu'on peut faire. Toutes les propositions ne pourront sans doute pas être transformées en action, mais en tout cas, si on ne les propose pas, il n'y a aucune chance qu'elles deviennent quelque chose. Donc, deuxième question, la démarche militante. Bon, je pense que c'est un malentendu. Nous ne rentrons pas dans des actions comme Extinction Rebellion. Ça me fait penser que je ne vous ai pas dit ce qu'était le bon parcours du membre. Alors, je vais revenir sur ce point. Donc c'est un malentendu, nous ne sommes pas des militants, je n'empêche personne d'aller à Extinction Rebellion. Personnellement, j'ai des sympathies pour ce mouvement. Je pourrais très bien, à titre personnel, faire des actions. Vous me verrez peut-être à des marches pour le climat ou des choses comme ça, mais j'y vais en mon nom. À la limite, c'est toujours un débat, est-ce qu'on prend une pancarte à Drastia au moins pour se reconnaître dans la foule? Pourquoi pas? Ce sont des questions ouvertes. Mais on soutient des initiatives parce que c'est la promotion du chemin de moindre mal. Donc par exemple, on a soutenu les initiatives pour une meilleure résilience alimentaire. Est-ce que c'est du militantisme? Oui, il y a toujours une frontière un peu floue, mais ce ne sera pas une approche systématique, et en tout cas, nous n'allons pas mettre nos forces à chercher à faire des actions pour des actions. Que ce soit bien compris. Alors, pour revenir un petit peu en arrière et expliquer qu'est-ce que serait le parcours d'un adhérent, eh bien, cet adhérent qui est un effondré anonyme, hein, pour ceux qui se souviennent du club des effondrés anonymes, eh bien, cette personne rentre dans un état psychique et moral qui est le sien, elle évolue parmi nous, elle évolue mentalement sur cette question, elle devient en capacité de faire quelque chose, en plusieurs mots, en capacité, et elle décide qu'est-ce qui est son chemin. Peut-être elle va décider de retourner dans la vie normale en disant bah écoute, je vois pas ce qu'on peut faire de sérieux, j'ai bien compris que c'était inéluctable, et donc je vais vivre normalement sans rien changer. Ma foi, ce choix-là est honorable, puisque on n'aura pas convaincu 1,5 milliard de Chinois, 1 milliard d'Indiens, 1 milliard d'Africains, enfin
on ne changera pas forcément la dynamique mondiale, donc un individu, son choix est quasiment infinitésimal, sauf pour cette personne précise et son entourage. Donc si c'est son meilleur chemin à elle, moi, ma foi, ça m'ira bien si c'est fait en conscience. Ça peut être de décider, je sais pas moi, de partir vivre dans une yourte au fin fond d'un territoire un peu sauvage, ça peut être de s'investir dans une AMAP, ça peut être de s'investir en politique. L'effondrement est devenu un sujet politique. Je vous signale que nous avons des députés à l'Assemblée qui sont convaincus de l'effondrement, qui pourraient être dans l'association, qui ne le sont pas, mais qui pourraient être dans l'association, ils en ont tout à fait les caractéristiques. Je vous laisserai chercher qui, mais bon, c'est assez facile à trouver. Quel que soit le chemin qui est choisi, à la limite, si les gens nous disent, bah voilà, j'ai mûri dans la serre qui s'appelle Adrastia, j'ai fait mes choix, merci et au revoir. Eh bien c'est très bien. Encore une fois, Adrastia n'est pas une secte, nous n'avons pas vocation à grossir, à collecter 20 euros par 20 euros, et avec, je ne vais pas payer un voyage aux Seychelles pour fêter la fin du monde en savrant champagne et en pensant à vous tous. Il est hors de question que ça soit ça. Donc on n'a pas vocation à retenir les gens qui veulent partir. Mais par contre, une possibilité, ce serait que, comme chez les effondrés anonymes, les gens qui ont fait ce parcours disent, écoutez, moi ça m'a été très précieux, et le chemin que je me choisis, c'est d'aider d'autres personnes, et de rester dans l'association pour aider ces autres personnes, et devenir, j'aime pas trop le mot encadrement, un cadre, mais quelqu'un qui est là et qui soutient l'association, qui anime des groupes locaux, ou qui participe même à des groupes locaux, et qui apporte son témoignage, et qui reste là en compagnon de route des nouveaux qui arrivent. Il y a énormément de travail à faire. Nous sommes plus de 60 millions à peu près de Français. Les jeunes, à mon avis, auront moins besoin de nous que les vieux, mais quand même peut-être certains. Il y a un énorme travail à faire si on veut tous ensemble reconnaître et ensuite choisir les chemins de moindre mal. Donc voilà ce que pourrait être une démarche chez Adrastia, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, dans le cadre du CA et du contrat que nous avons pris lors de la dernière AG. Je vois une question et qui concerne les groupes de parole, donc quelque part les groupes locaux. À Bordeaux, nous avons un groupe local qui est assez dynamique, qui recoupe en fait plusieurs groupes qui sont est-ce que j'ai bien lu la question? Je devrais faire des groupes physiques, des groupes de parole physiques à Bordeaux. Peut-être que l'on peut organiser en ligne, exactement. Donc vous voyez, typiquement, si vous êtes sur la région de Bordeaux, on pourrait vous mettre en contact avec la personne référente du groupe local de la région bordelaise, et ensemble, vous pourriez discuter des meilleures méthodes et des meilleurs moyens à mettre en œuvre aujourd'hui, dans le cadre du confinement, et demain, parce que c'est quand même beaucoup plus drôle en se trinquant un verre de jus de fruits qu'en se regardant derrière des écrans. Donc espérons qu'un jour on pourra sortir de chez nous. Donc on va sortir de chez nous, je vous rassure. Voilà, et ça s'organise, et ça s'organise typiquement très localement. Pourquoi je précise que Adrastia n'est pas une secte? Peut-être parce que c'est une de mes craintes. Donc Adrastia n'est pas une secte, parce que je tiens vraiment à expliquer à quel point je souhaiterais que nous soyons ouverts, que nous soyons dans la capacité du dialogue. Et dans le dialogue, ça veut dire respecter les points de vue de part et d'autre, et qu'on puisse quitter Adrastia. C'est pour ça que je donnais cet exemple et qu'il me revient en tête. Et peut-être aussi parce que trop souvent on est accusé, quand on parle d'effondrement à l'extérieur, des gens qui ont compris les enjeux, d'être des millénaristes, d'avoir une approche mystique. C'est souvent une critique des gens qui sont contentés de survoler le sujet et qui le rejettent d'un revers de la main en disant tout ça n'est pas très sérieux et surtout est très dangereux. Ne rentrez pas là-dedans, c'est très dangereux. Alors je vais vous dire, je suis un vieux joueur de jeux de rôle. Dans les années 80, il y avait les jeux de rôle. Alors jouer à Donjons et Dragons, c'était rentrer dans une secte. Après écouter du hard rock, c'était rentrer dans une secte. Et puis, enfin bon, il y a toujours eu cette partie, c'est que dès que vous avez une parole qui d'une façon ou d'une autre, conteste les usages de la société, bien vous faites une coupure avec cette société, et donc vous êtes accusé d'être un sectateur. Voilà, c'est tout, c'est pour ça que je parle de ça. J'espère qu'il n'y a pas
à faire défiler. Non, ça va, il n'y a pas un stock de questions long comme le bras. Je regarde l'heure, il est 45, on a encore un quart d'heure. Je vais continuer avec d'autres questions. On nous a demandé pourquoi est-ce que Adrastia ne serait pas mieux si c'était géré comme une entreprise. Alors, une entreprise, il faut bien comprendre, c'est une organisation, même si c'est une coopérative, qui est censée délivrer un produit, un service payant et qui rémunère les gens qui font ce travail. Alors on peut décider de faire ça, on pourrait faire une sorte de coaching du bien-être dans l'effondrement, en faire un truc payant et rémunérer des gens pour ça. On ne s'adresserait qu'à une partie de gens qui peuvent payer. Je dirais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, si c'est des gens qui en ont besoin et qu'ils ont les moyens de se le payer, pourquoi pas? Moi, je ne rejetterai pas ça. Mais on oublierait un truc, c'est qu'on ne pourrait plus s'adresser à tout le monde. On est déjà, d'après les enquêtes internes, les questionnaires qu'on a eus l'année passée, on voit déjà qu'on est plutôt vers une population dans nos membres de gens plutôt éduqués, donc plutôt avec des styles de vie, des modes de vie urbains et peut-être un peu plus aisés que la moyenne française. Je ne sais pas combien on aurait de gens qui, par exemple, sont des vrais gilets jaunes pur jus issus des ronds-points dans nos membres. C'est pas un reproche, c'est une constatation. Donc, si on devient un service payant, je peux vous garantir qu'à l'heure, pour nourrir une famille, il faut prendre un peu d'argent quand même, vous excluez de facto ces gens-là. C'est pas mon souhait, c'est pas le souhait d'une association de base, et ça n'a pas été. Donc on va rester une association. Une association, c'est une fédération de volontés. Donc il faut que toutes ces volontés puissent s'exprimer, pas simplement les gens au CA, mais tous les gens autour. Alors, évidemment, la plus belle fille du monde ne peut donner qu'est-ce qu'elle a. On apporte ce qu'on a, la ressource qu'on a. Ça peut être le nom de quelqu'un qui peut aider, ça peut être un peu d'heures de travail, ça peut être des idées, ça peut être un sourire, ça peut être un toit, ça peut être je ne sais pas quoi, mais on a tous quelque chose à offrir si on y pense. Et donc cette fédération de bonne volonté, ça serait ça, c'est ça Adrastia. On vient d'une époque où Adrastia c'était un écran d'ordinateur, un site internet et quelques informations. On peut à plusieurs centaines faire autre chose, à mon avis, d'un tout petit peu plus ambitieux. Le conseil d'administration, le CA, n'est là que pour essayer de donner une organisation à ces bonnes volontés. L'organisation qu'on propose, c'est les groupes locaux et éventuellement des sous-groupes. Parce qu'un groupe local, ça peut être un village englobé dans un département ou dans une communauté de communes, et puis elle-même encastrée dans un groupe local régional, de façon en fonction des intérêts des uns et des autres. Si on veut interpeller, je sais pas moi, la région, il faut peut-être se fédérer pour le faire, et si on veut interpeller la commune, c'est peut-être intéressant d'être au niveau d'une commune. Tout ça dépendra du contexte local. On ne couvre pas toute la France, je suis sûr qu'on a des adhérents un peu partout dans toutes les régions de France, mais on n'est pas organisé dans toutes les régions de France. Je peux vous dire que le Grand Est, par exemple, est très vide, la Bretagne est très vide, je suis breton, je regarde ça. On est fort dans certaines régions historiques, parce que les membres fondateurs étaient là, donc ils ont, le mot est peut-être pas choisi, mais contaminé idéologiquement beaucoup plus de monde, et donc forcément il y a une dynamique de croissance qui est plus en avance là. La région parisienne, de facto, la région parisienne démographiquement pèse très lourd, on est très nombreux, mais on est très très mal organisé, parce que quand il faut prendre 2 heures de train pour aller à une réunion, et puis que vous êtes une femme seule, que vous avez mis votre enfant en garde, il faut que vous rentriez, et puis rentrer en région parisienne par 2 heures de RER, c'est pas facile, et donc vous n'avez pas envie de revenir dans le groupe, dans cette réunion physique. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on réfléchisse à comment couper en sous-groupes la région parisienne, et peut-être qu'on ait un groupe Compiègne, Vincennes, Paris 15e, enfin il faudrait voir comment on peut s'organiser. Mais c'est une idée, et ce n'est pas moi qui peux le mettre en œuvre. Ce sont les gens en action. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je lis, il n'y a pas de solution, mais des pistes d'aménagement à creuser pour trouver les chemins de moindre mal. Oui, c'est ce que j'ai dit, je crois fondamentalement à ça. Le pire étant le déni, puisque dans ce cas-là, c'est laisser les dés jouer pour nous, voire, si on est dans une approche plus politique du sujet, je vous laisse libre de penser ce que vous voulez de ça, mais laisser des gens qui sont en position de bénéficier du système comme il est aujourd'hui
donc des positions, on peut dire, de domination, de choisir pour vous. Si vous êtes dans cette position-là, eh bien, tant mieux pour vous. Mais sinon, eh bien, tant pis pour vous, parce que quelqu'un choisira pour vous. Alors, je ferai une communication plus claire sur les groupes locaux, où ils en sont. J'espère qu'après ce Facebook Live, on pourra déjà regarder les choses autrement. J'espère que des gens vont aller sur le forum en levant la main. Peut-être pas, on verra. Si rien ne se fait, c'est pas très grave. Hein. Ça veut dire que les gens sont soit encore ignorants de ce message et on va continuer à le diffuser, soit qu'ils sont bien comme ils sont. Et s'ils sont bien comme ils sont, je sais pas à moi de dire ce qu'ils doivent faire mieux que ça. On fera donc de l'information là-dessus. Et venez sur le forum, c'est vraiment l'endroit où aujourd'hui on peut en parler. Mais déjà avec le bouton contact sur le site, vous aurez des réponses et on verra ce qu'on peut faire. Y a-t-il des responsables politiques qui consultent Adrastia en ce moment? Question sensible. La question n'est pas sensible, je ne donnerai pas les noms, mais on est connu. On est connu au-delà du petit cercle de l'association et même du plus grand cercle des collapsologues, dans lequel, bien malgré nous, on s'insère. Pourquoi pas collapsologue? Pourquoi j'aime pas c'est une étiquette et les étiquettes sont réductrices. J'en parlerai peut-être un peu plus tard quand on aura. Oh, on n'a plus que 8 minutes. Donc vous voyez, peut-être on a intérêt à faire ce genre de réunion plus souvent et peut-être avec un autre interlocuteur que moi-même. Alors, il y a des questions qui appellent des réponses beaucoup plus longues. Soit on pourra en débattre sur le forum, soit il faudra qu'on refasse cette. Je me mets qu'on me voie. En 8 minutes, je ne pourrais pas y répondre sur les aspects systémiques, ce genre de choses. Lisez la littérature, il y a beaucoup de choses dans la littérature. Je connais un excellent livre, Rouge, j'en parlerai pas plus, mais qui parle pas mal des choses. Une liste des collectifs de formation. Alors ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire. C'est un catalogue des gens qui font des choses. Malheureusement, ça va tellement vite que déjà c'était difficile en 2014, mais aujourd'hui c'est assez terrible. Mais je sais qu'il y a d'autres gens qui se débattent avec cette question-là, et j'aimerais bien qu'on soit attentif à ça, et qu'on puisse avoir une vigie, et au moins se brancher sur les gens qui font ce travail de recensement, des organisations où des gens font des choses. Mais des fois, des gens font des choses et ne font pas beaucoup de publicité autour de ça. Donc, mais on pourrait essayer d'avoir des approches, je suis d'accord, c'est un bon sujet. Encore une fois, c'est une question de moyens. Si ça vous intéresse, si ça vous branche, levez la main et on vous donnera autant de moyens qu'on peut vous en donner pour réussir à faire ça. C'est-à-dire, par exemple, d'autres personnes qui ont aussi levé la main et pour que vous puissiez travailler ensemble. La position des artistes effondristes. Moi, j'ai assisté à un spectacle de danse acrobatique qui expliquait ce que c'était l'effondrement sans un mot, avec de la musique et des corps qui bougent. J'ai failli pleurer tellement c'était évocateur et j'ai absolument tout compris. Alors la metteuse en scène m'a dit vous avez tout compris, vous êtes fort parce que moi je suis pas sûr d'avoir tout compris moi-même. Mais moi j'ai vu vraiment des choses qui étaient assez signifiantes. Donc oui, je crois que l'art peut faire passer des choses. Et même des choses différentes que Mad Max, La Route, ou ce genre de vision d'un effondrement absolument terrible et négatif. Il y a peut-être d'autres choses à faire. On peut peut-être s'effondrer sur quelques siècles paisiblement, même en étant très pessimiste sur la fin. On n'est pas obligé... Enfin, en tout cas, on peut essayer de faire ça paisiblement. Alors voilà, on peut en tout cas essayer. Et peut-être que les artistes peuvent nous amener à ça. Les artistes ont la vocation de dire l'indicible d'une façon qui peut être entendue, parce qu'ils utilisent un média qui n'est pas le registre de la persuasion, de l'explication et de la démonstration. Donc voilà pour les collectifs. Alors les deux missions, je vais essayer de finir là-dessus. Je passe en route les choses. Donc atténuer les chemins de l'effondrement, je l'ai dit, c'est choisir le chemin du moins pire, du moindre mal, et d'essayer de conserver la dignité. C'est le mot qu'avait écrit Vincent dans la charte qui, moi, m'a fait signer en tant que membre fondateur, en disant beaucoup de choses seront possibles dans le futur. On peut imaginer des situations exécrables où les gens commettront des choses horribles parce qu'ils n'auront pas d'autre choix. J'aimerais qu'on joue toutes les autres cartes avant d'avoir joué celle-là et pas qu'on commence par celle-là. Donc voilà. Grande difficulté à prévoir. On peut penser à des scénarios. J'ai lu des choses où les gens avaient dit l'effondrement avec la crise du coronavirus ne se passe pas comme prévu. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les amis. Il n'y a rien de prévu. L'effondrement, par définition, est imprévisible. L'effondrement est quelque chose
qui va se dérouler de façon totalement impensable, même si a posteriori on se dira bah, finalement ça pouvait pas se passer autrement, parce que c'est tellement déstabilisant qu'on va avoir du mal à imaginer tous les scénarios, et les scénarios contre lesquels on va se préparer, bien sûr, on mettra son bouclier devant et on sera fragile par derrière. Donc on n'aura pas les moyens de se protéger de tout, c'est ce que va tenter la société, et donc en essayant de se protéger de tout, elle va consommer de plus en plus de ressources, et elle ne va faire que préparer plus intensément sa chute. C'est Joseph Tenter, encore une fois, l'effondrement des sociétés complexes. Donc ça va être très difficile. Par contre, on peut se préparer à admettre qu'on va faire quelque chose, on va vers quelque chose qui est difficile de se préparer, de façon à ce que quand on est surpris, on reste surpris moins longtemps, en se disant ok, bon bah ça prend cette forme, ok, bah, qu'est-ce que j'ai dans mon sac qui me permet de répondre à cette situation, même si j'avais pas prévu que ce serait ça qui se passerait. Voilà ce à quoi Adrastia, je crois, peut aider. Il y a une dernière question que me tenait à cœur de répondre, je ne veux pas vous retenir trop longtemps, c'est le mouvement effondriste. Alors, il y a déjà beaucoup de gens qui ont dit qu'il faut unifier cette pensée, il faut faire une école de pensée. Alors, je viens de vous dire qu'on ne pouvait pas prévoir les choses, donc la dernière des choses, à mon avis, ce serait d'avoir une pensée unique face à cette problématique, d'unifier les pensées. Et là, de Pablo Servigne à Vincent Mingro, et même des gens en dehors de ce mouvement et qui tiennent à rester en dehors, comme par exemple Phoebe Wicks, ont des visions très différentes. Et il faut que ça reste ainsi. Il ne faut pas que ça soit une école uniforme de la pensée, un dogme, parce qu'on va refaire ce que fait la société aujourd'hui. Le dogme néolibéral, extractiviste, qui amène en même temps qu'une force des grandes faiblesses. Cette pensée unique va répondre à des vrais sujets, et va même peut-être proposer des choses utiles. Mais comme elle est unique, elle va oublier des trucs, elle va se développer jusque dans ses limites, et là, on retombera sur le même problème. Donc il est important d'avoir ce que Bernard Stiegler appelle une noodiversité. De noo, la pensée, et diversité, comme la biodiversité, la diversité du vivant. Il nous faut une diversité des pensées. Donc que des gens ne soient pas d'accord. Que les gens même se critiquent entre eux dans le milieu de l'effondrement. C'est pour ça que j'aime pas l'étiquette de collapsologie, parce que ça met tout le monde dans le même panier, alors que c'est pas vrai. Les gens ne sont pas d'accord entre eux, et c'est très bien ainsi. Parce que on a besoin de gens qui promeuvent l'entraide, par exemple. Il nous faudra plus d'entraide, il nous faut sortir de ce monde où on est tous en compétition les uns contre les autres, et je trouve que c'est bien. Mais en même temps, il ne faut pas être naïf, et il faut savoir que des psychopathes, il y en a déjà plein les prisons. Ils devraient plutôt être dans des hôpitaux peut-être, mais le système ne les a pas traités comme ça. Eh bien, peut-être demain ces gens-là seront dehors. Et si les gens, on n'a pas fait notre travail d'accompagnement, peut-être que des gens qui avaient des fragilités peuvent basculer dans des choses horribles. Et il faudra aussi savoir gérer ces situations. Donc l'entraide, oui, mais peut-être pas tout le temps et complètement. Donc, et d'ailleurs, Pablo Servigne, par exemple, qui fait ce message-là, ne dit pas qu'il n'y aura pas il y aura que des gens dans l'amour. Mais certaines personnes qui interprètent pourraient interpréter plus loin et faussement ce que disent les uns ou les autres. Donc il faut garder des penseurs, et il faut bien se garder de faire un isme de ce qui est pensé. Parce que tout ce qui pense peut être mis en défaut par la réalité, et donc le isme, le trotskisme, le léninisme, le marxisme, je sais pas, le kénérisme, enfin tous les ismes que vous voudrez mettre, ça devient forcément une caricature de la pensée qui était beaucoup plus complexe au départ. Donc voilà ma réponse pour un mouvement. Un mouvement, oui, mais plus comme, je sais pas moi, un essaim de gens différents qui sont portés par un même flux, un même courant, si vous voulez, parce que on part tous des mêmes constats, mais qui peut avoir des contradictions et des réflexions. Donc voilà. Ensuite, alors, la dernière question, et je prendrai les quelques minutes qui restent pour parler de ça. Nous avons eu 2 démissions au CA. Alors, je vais essayer de respecter les positions de tout le monde, puisque c'est un désaccord pour l'un. Et donc, enfin, un peu pour les deux, mais essentiellement pour l'un. Donc, je tiens à respecter les accords de tout le monde, à la fois des membres du CA qui restent et à la fois les membres du CA qui partent. Il y a eu donc ce travail qui a été fait.
Pour être tout à fait clair, j'ai invité tous les membres du CA chez moi pendant un week-end pour qu'on puisse travailler ensemble. Et on a travaillé ensemble pour ceux qui pouvaient venir et ceux qui voulaient venir. Et on a fait une feuille de route, et c'est ce que j'ai expliqué dans le dernier courrier qui vous a été envoyé par email, la dernière newsletter. Alors on a essayé d'être ramassé et succinct, c'est déjà très long, et ça nous donne une sorte de contrat d'action où on a essayé d'être fidèle à ce qu'on avait proposé en AG et de faire ça. Joël Lecomte, qui était notre trésorière, m'avait dit que bon, ça commençait à la peser. Elle était là depuis le début et que elle était fatiguée et qu'elle se présentait parce qu'elle voulait continuer. Nous avons un conflit entre Joël et une autre personne, qui sont des choses qui arrivent, je pense, et qui voilà, c'est comme ça. Une lassitude du poste. Et donc Joël a dit, bah écoutez, je prends du recul et je préfère arrêter d'être au CA. Et bien écoutez, pour moi, c'est le droit absolu de partir quand on s'en sent plus la force et que c'est mieux pour le groupe. Je n'ai pas de problème et je pense que Joël s'en va bien. Olivier Serre nous quitte, a donné sa démission parce qu'il n'est pas d'accord avec l'approche, le contrat d'action qu'on s'est donné entre nous au CA. Eh bien, il a le droit. Il a le droit de ne pas être d'accord avec ce contrat. Je trouve dommage qu'il n'ait pas pu venir à notre groupe de travail. Et pourquoi pas. Il a tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Après tout, on n'a pas été élus en une équipe, on a été des individus qui avons été élus. Et on n'était pas une équipe qui se présentait comme par exemple une liste pour une élection communale où vous votez pour un projet. On n'avait pas de projet, on était des individus qui portaient des choses plus ou moins communes. Donc on a essayé de mettre tout ça en commun et d'en faire quelque chose de commun. Il est possible que quelqu'un n'ait pas du tout, sa vision ne soit pas compatible avec la vision commune qui en ressort, pourquoi pas. Et c'est normal dans ce cas-là de dire, bah, écoutez, je ne peux pas rester avec vous, je m'en vais, pas de souci. Maintenant, je dis, laissons une chance à ceux qui restent pour faire quelque chose. C'est tout ce que je dirais là-dessus. Travaillons ensemble, essayons ça. Je veux bien entendre des objections, je veux bien entendre des critiques, mais je préfère entendre des propositions. Si des gens ont des arguments pour dire que une initiative ou qu'une ligne n'est pas la meilleure, je veux bien entendre tout ça, mais surtout ce que j'ai besoin, moi, c'est de réorientation. Parce que me dire c'est mal, oui, d'accord, mais qu'est-ce que j'en fais? Rien. Donc il va falloir qu'on avance pas à pas et ensemble. Il faut comprendre aussi que nous sommes 700. Nous avons des gens qui sont venus justement parce qu'on ne proposait pas d'action particulièrement et qui disent l'effondrement c'est acté et je veux assister au spectacle. Et toute action c'est ridicule parce que ça sert à rien. Je dirais, bah, c'est votre droit le plus respectable d'avoir cette position, mais ceux qui essayent de faire quelque chose, que si ça sert à rien, au moins ça leur fait du bien, vous laissez-les faire. Et puis vous restez à regarder et à contempler ce qui se passe. Ça fait partie du spectacle quelque part. Il y a des gens qui nous disent vous faites pas assez et tout, bah cela je dis bah ne partez pas, restez et aidez-nous à faire des choses. Mais vous voyez qu'il y a une multitude de positions et l'association ne peut pas être en permanence. J'insiste sur le en permanence, hein, la chose que chacun attend, puisque chacun attend des choses qui des fois sont complètement antagonistes. Hein. Engels disait l'histoire échappe à tout le monde parce que tout le monde a un petit vecteur de l'histoire et tout le monde essaye de tirer l'histoire à soi. Alors certains ont des gros vecteurs et d'autres des tout petits vecteurs. Mais à la fin, l'histoire échappe à tout le monde parce que la somme de tous ces vecteurs font l'histoire. Et bien l'association c'est pareil. La somme des bonnes volontés fera l'action au global et fera devenir ce qu'on doit devenir. Donc si vous me laissez tout seul, je ferai tout seul. Si vous faites autour de moi un CA, on fera un CA. Et si on fait des groupes locaux, on fera cette action sera démultipliée et sera changée par l'action des groupes locaux, etc., etc. Et plus on sera nombreux, plus on fera quelque chose d'imprévisible et j'espère beaucoup plus intéressant et meilleur que si on avait travaillé tout seul. Donc ça c'est ma position, c'est ce que je crois. Je suis prêt à en discuter. Il est l'heure, donc on ne va pas trop traîner dans d'autres occasions. Donc voilà pour la situation. Donc comment on remplace ceux qui partent? Il y avait 3 candidats en plus aux élections qui n'ont pas été
élus, puisqu'on était limité à 12 au CA par les statuts, 2 partent. Donc on a pris les 2 suivants, c'est les candidats qui avaient recueilli pas moins de voix, mais qui s'étaient présentés, donc il y avait des gens qui avaient voté pour eux. On a pris sur les 3, les 2 premiers dans la liste. Ces personnes, Yvonne et Odile, ont accepté de nous rejoindre. On a fait ça simplement. On les a invités à un CA en disant regardez comment on fonctionne, regardez si ça vous va, expliquez-nous ce que vous voulez faire, regardez ce qu'on est en train d'essayer de mettre en route, puisque le projet est un peu lancé quand même, donc il faut accepter de monter dans ce train-là. A priori, on s'entend à peu près, et donc nous allons voir au prochain CA si tout le monde est d'accord, si elles sont d'accord pour nous rejoindre, et si nous on est d'accord pour les accueillir. Moi, de mon côté, je ne vais pas faire un grand scoop, je pense que ça va bien se passer, mais je ne suis qu'un individu, et c'est mon avis d'individu. Si une majorité de gens ont un autre avis, on fonctionne au vote. Le fameux contrat d'action, alors ça je tiens à y répondre avant d'arrêter, c'est essentiellement dans la newsletter qu'on a envoyée dans vos emails. Je pense qu'il va falloir qu'on le mette en ligne pour que chacun, et même les nouveaux adhérents, y aient accès, puisque le problème des emails, c'est qu'on les envoie, les nouveaux adhérents, eux, ont raté l'info. Donc on va faire plus de bruit autour de ça. Voilà, donc il est... Alors, c'est pas un contrat, hein, c'est une image de parler de contrat, hein, c'est un contrat d'action pour nous, les membres du CA. Mais j'ai expliqué les lignes et la philosophie qu'on adoptait dans cette newsletter, donc encore une fois, regardez vos emails, peut-être même dans votre poubelle, certains l'ont trouvé là. Je ne suis pas votre logiciel de gestion des emails. Sinon, on peut en parler sur le forum et on essaiera de le mettre en ligne sur le site. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour vos questions. J'imagine bien qu'on n'était pas 700 derrière l'écran à me regarder ce soir, ce n'est pas un problème. On va essayer de récupérer cette vidéo, je n'ai aucune idée de comment on fait ça, donc il est possible qu'on y réussisse, il est possible qu'on n'y réussisse pas du tout. C'est pas grave, moi ça m'a permis de mettre mes idées plus au clair. Vous êtes dépositaire de ce discours, vous pourrez expliquer ce que vous en avez compris et de comment j'ai réussi à l'expliquer. Et petit à petit, on va avancer comme ça. Ce qui est important, c'est de reconstituer des lieux de discussion et d'échange. Alors, je suis d'accord que l'échange est assez frustre. Je parle et vous écrivez quelques mots. J'espère qu'on pourra aller de plus en plus vers des organisations peut-être plus petites, mais on pourra mieux se parler. Donc voilà, je vous remercie. Les temps sont difficiles. Le futur, à un terme que l'on ne connaît pas, va être plus difficile. C'est mon intime conviction. La dernière chose dont on a besoin, c'est d'avoir peur au point d'être paralysé ou être dans la panique. La chose dont on peut le plus avoir besoin, c'est d'être ensemble, de partager les mêmes mythologies et les mêmes récits, nous diraient Arthur Keller et Vincent Mingo. Et si on pouvait faire que ces récits et ces mythologies soient le plus constructifs possible, eh bien, à mon avis, ça serait le mieux. C'est ça le chemin du moindre mal. Je vous invite à construire ensemble ces choses. Donc voilà, bonne soirée à vous. Portez-vous bien, respectez les consignes de confinement, faites attention aux vôtres et organisons-nous. Le fin mot de l'histoire étant que quand il n'y aura plus un jour, peut-être dans très longtemps, d'Internet, ce qui aura été l'habitude de se parler, de se soutenir pourra rester. Et ça peut être une chose utile. Ou pas, puisque la compétition et l'entraide, enfin la rivalité et l'entraide, pour être précis, dans le cadre de la compétition existentielle, sont deux outils, et donc peut-être que nous constituons le début d'une graine de quelque chose qui sera très bénéfique. Je n'en sais rien, mais je crois que, vu d'aujourd'hui, c'est une bonne chose, donc allons par là. Merci, au revoir, et maintenant je coupe si je sais comment on fait.